Dans une lettre à son ami Gershom Scholem, Walter Benjamin écrit que Kafka est l'ange infirmier qui veille à son chevet. C'est dire si Kafka était investi d'une aura spirituelle par les intellectuels juifs de langue allemande de la première moitié du XXe siècle. Pour déchiffrer le monde insondable de son œuvre, le secret théologique d'une prose parfaite, dirait Scholem, il compare ses écrits et textes fragmentaires à la littérature talmudique. Il n'en demeure pas moins que cette œuvre littéraire est aujourd'hui parmi les plus universelles. Chaque lecteur, contemporain ou non, s'identifie de manière prodigieuse à l'écriture de Kafka, et les nouvelles traductions parues en France au cours des dernières années viennent renforcer ce lien profond à travers les âges. Nous reviendrons aujourd'hui sur les enjeux de cette œuvre et de sa traduction avec Jean-Pierre Lefebvre, germaniste, traducteur de Paul Celan, de Kafka en Pléiade, entre autres, et Léa Weinstein, auteure et documentariste, spécialiste de l'œuvre de Kafka, à laquelle elle a consacré une thèse de doctorat. Je commencerai sur une question à Jean-Pierre Lefebvre, le traducteur Robert Kahn, en référence à cette phrase bien connue de Franz Kafka qui disait qu'il était un invité de la langue allemande, était revenu dans une interview sur la nécessité de retraduire Kafka à l'aune de ce rapport ambivalent de l'auteur à l'allemand. Il disait qu'on n'entendait pas forcément cet écart, cette sorte d'écart dans les traductions de Marthe Robert ou d'Alexandre Vialat. Et je voulais vous demander si vous entendez cette étrangeté dans la langue de Kafka, et si oui, si elle est traduisible. Oui, je l'entends. Elle m'entend aussi, cette langue. L'allemand de Kafka est un allemand tout à fait standard, qui est en quelque sorte poussé vers l'écriture personnelle par des schémas langagiers qui sont moins ceux de la famille, puisque chez lui le père parle et bugle en tchèque, et le personnel est en grande partie tchèque aussi, et sa mère parle un allemand, on l'a vu d'ailleurs dans les lettres qui lui arrivaient d'écrire, qui est limite. C'est un allemand d'émigré. Kafka est installé là-dedans, il est installé en cette prudence, il a toujours peur de se tromper, et avec Max Brod, qui lui est installé depuis plus longtemps, pour des raisons familiales, dans la langue, parce que c'est une famille, disons, d'intellectuels, ce qui n'est pas le cas de Kafka, hein, avec des lectures précoces, des choses comme ça. Donc Kafka, bien souvent, a demandé conseil à Max Brod, et Max Brod lui a proposé de relire ce qu'il avait écrit. Et tout ce qui a été publié du vivant de Kafka a été relu par Max Brod, du vivant de Kafka. Après des discussions, est-ce qu'on peut dire ça, voilà. Et ce qui n'empêche pas que Kafka, qui était un garçon extrêmement curieux dans ce champ-là, en tout cas dans le champ de l'écriture, parvient avec cette initiation qu'on peut appeler, comment dire, minimale au départ, il parvient au statut d'un écrivain modèle de la langue allemande. L'ambition d'une phrase, c'est de dire une vérité toujours chez lui. Et donc, il est assez cartésien de ce point de vue-là, c'est-à-dire ça peut se dire simplement. Si c'est bien pensé, ça peut se dire. Il ne fait jamais d'enjolivure, jamais rien. Et c'est un piège pour les traducteurs. On ne reproduit pas en français cette sobriété facilement. Léa Weinstein, vous avez postfacé la nouvelle édition aux lettres de Kafka à Milena, publiée chez Nous. Alors la correspondance dans le corpus de textes qui forme ce qu'on appelle l'œuvre de Franz Kafka, la correspondance a une place particulière. Alors Walter Benjamin disait que Kafka aurait passé sa vie à chercher à savoir à quoi il ressemble, sans avoir jamais su qu'il existe des miroirs. Mais pour autant, sa correspondance était, selon Robert Kahn, un mode d'introspection pour Kafka, une manière de comme un miroir qui lui serait renvoyé. Et donc, dans votre postface, vous parlez de l'importance de la correspondance avec Milena. Est-ce que vous pouvez
nous en parler un peu plus? Enfin, en quoi, disons, ce dialogue, cette figure d'altérité qui était Milena permettait à Kafka peut-être de... Déjà, pour faire le lien avec ce que Jean-Pierre Lefebvre disait, c'est quand même une histoire qui commence à partir de la traduction, enfin qui est une histoire de traduction. Donc ça, il me semble que déjà ça donne aux lettres, à cette correspondance, toute l'ampleur de ce qu'elle va pouvoir représenter pour lui. Parce qu'on précise quelle était sa traductrice du tchèque. Et Franz Kafka se rencontrent au café Arco à Prague. Et Milena a lu déjà un texte de Kafka qu'elle lui propose, il s'agit du Soutier, qu'elle lui propose de traduire en tchèque, donc de l'allemand au tchèque. Et c'est comme ça que leurs échanges vont commencer, donc vraiment sur la question de la traduction et complètement dans cet entre-deux langues, au moins deux en tout cas. Elle lui écrit en tchèque. Elle lui écrit en tchèque, donc déjà on a, si vous voulez, c'est peut-être pas tellement le miroir que vraiment l'image, la métaphore de la traduction, je pense, qui permet de comprendre ce que c'est comme dialogue et aussi à quel point c'est d'abord quand même tourné vers son œuvre à lui. Enfin, la correspondance commence là-dessus et lui, ce à quoi il va être d'abord sensible, c'est le fait que son œuvre soit par elle traduite, transposée dans cette langue que pourtant il connaît. Alors c'est ça qui est toujours il connaît bien, étrange pour nous à saisir. C'est pourquoi ce dialogue dans deux langues, alors même que Kafka comprend le tchèque, mais il n'est pas capable de lui répondre en tchèque. Enfin, pourquoi est-ce qu'il lui répond en allemand d'ailleurs? C'est une question que je vous adresse. Il pourrait très bien lui répondre en tchèque en faisant des fautes, justement. Donc il ne veut pas faire de fautes. Et il ne veut pas faire de fautes parce que quand il écrit une lettre en tchèque, ça lui arrive pour des raisons professionnelles. À partir du moment où ses sœurs ont épousé des garçons qui parlaient couramment le tchèque, il leur fait corriger. Et donc, il n'allait quand même pas faire corriger les lettres à Milena par son beau-frère. C'est plus complexe que ça parce que Milena était mariée à un homme de lettres qui s'appelait Polak. Par qui ils se sont rencontrés d'ailleurs. C'est lui qui lui a dit de lire ça, de lire Kafka, parce que c'était une figure très connue des cafés de Prague. Et lui était germanophone. Donc il y avait dans le ménage qui d'ailleurs ne marchait pas, mais qui en même temps était contraignant, il y avait quand même déjà cette dualité dans la famille et la possibilité d'ailleurs pour Milena de demander conseil à son mari sur des passages un peu difficiles. Et puis d'ailleurs Kafka dans certaines lettres lui dit « Ah non, à tel endroit tu ne peux pas mettre ce mot-là parce que… voilà ». Alors Milena… il faut dire que c'était une jeune femme brillante qui avait bravé l'autorité de son père en épousant un intellectuel juif. Il l'avait même enfermée dans un hôpital psychiatrique pour séparer le couple. Et puis plus tard, elle s'est engagée dans la résistance. Elle a été déportée à Ravensbrück où elle est décédée. Et aujourd'hui, on en sait un petit peu plus sur elle grâce au témoignage de Margaret Buber-Neumann, sa co-détenue. Mais alors, ce qui est émouvant aussi dans votre postface, c'est que vous évoquez le rapport que Robert Kahn avait quand il traduisait ses lettres, c'est-à-dire qu'il disait qu'il avait traduit les lettres de Kafka en gardant à l'esprit la disparition de celle de Milena. Et vous dites qu'il a su les faire vivre et même redonner son nom complet à Milena Jesenska. Alors je voulais vous demander, à vous Léa Weinstein et aussi à Jean-Pierre Lefebvre, si vous pensez que la traduction, qui donne un accès privilégié au texte, permet aussi de réparer les blessures de l'histoire ou de faire un travail de mémoire inachevé ou de rendre justice. En ce qui concerne Milena, sans doute oui, puisque en effet il a fallu beaucoup de temps pour qu'on ait accès un peu à sa figure à elle. Elle est restée ce prénom destinataire de ces lettres de Kafka pour plein de raisons qu'on peut aujourd'hui, auxquelles on peut aujourd'hui réfléchir différemment. Peut-être parce qu'elle est une femme, c'est à mon avis aussi le cas, mais aussi parce qu'on n'a pas ces lettres.
Et donc moi, je me suis beaucoup interrogée. Enfin, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Et c'est cette question-là que j'étais allée poser à Robert Kahn lorsqu'il était en train de traduire. Alors, il traduisait le journal. Il avait déjà fini de traduire la correspondance à Milena au moment où je l'avais rencontré. Et donc, il m'avait dit qu'il était très obsédé aussi par cette question de savoir où pouvaient être passées les réponses. Comment est-ce qu'on pouvait n'en avoir jamais retrouvé aucune trace. Et donc, il m'avait expliqué les différentes hypothèses que lui avait échafaudées sur cette question de savoir pourquoi est-ce qu'elles ont été détruites. Par la Gestapo notamment. Voilà, alors ça c'est apparemment une hypothèse plausible puisque à l'arrestation de Milena, beaucoup de documents auraient été saisis et détruits. Donc est-ce que ces documents-là ont fait partie? Bon, c'est une possibilité. À laquelle Robert Kahn aimait bien croire parce qu'il expliquait que certains documents ayant été saisis par la Gestapo ont été non pas détruits, brûlés, mais conservés, et donc pourraient aujourd'hui, maintenant qu'on a accès aux archives de l'URSS, en fait, pourraient aujourd'hui être peut-être retrouvés. Ça a été le cas, selon lui, pour certains documents concernant la vie privée de Milena. Est-ce que... voilà. Alors après, je me suis dit, en même temps, les réponses de Milena, il n'y a pas tellement de raison que ce soit elle qui les ait gardées. Donc ce serait plutôt lui qui les aurait détruites. Dans ce cas-là, on sait qu'il a brûlé à Berlin, avec Dora, un certain nombre de documents pendant le dernier hiver de sa vie. Est-ce que il les a brûlés lui à ce moment-là? Pour quelles raisons? Par ailleurs, la Gestapo a aussi intervenu son domicile à Berlin. Oui, et a saisi aussi des documents, en effet, chez Dora Diamant à Berlin. Mais il avait, quand il est parti à Berlin, il n'a pas emmené tout ce qu'il avait chez lui à Prague. Et donc, avec plusieurs autres personnes, Kafka est confronté à la question « qu'est-ce que je fais de ces lettres ?» Et il propose aux personnes en question de leur renvoyer les lettres si elles le veulent. C'était une espèce de coutume. Les filles en particulier, quand il y avait une rupture dans un couple, les filles disaient « est-ce que tu peux me renvoyer mes lettres ?» Et il y a des lettres de Kafka qui dit « est-ce que tu veux que je te renvoie tes lettres ?» On ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qui a été répondu à ça, parce que ces lettres sont perdues. Je n'exclus pas qu'il les ait détruites au fur et à mesure, parce que ça encombrait, et puis il avait répondu une fois, il répondait aux lettres très exhaustivement, il tenait compte de ce qu'il y avait dans la lettre, etc. Et donc après il ne stockait pas toutes ces choses, parce qu'il y a... Surtout qu'il y en a quand même en termes de volume et en termes de... On parle d'un commerce de lettres, il y en avait tellement... voilà. Le fantôme des lettres est dans les réponses de Kafka et dans les lettres de Kafka. Et on devine un peu, mais on ne devine qu'un peu ce qu'elle a dit. Il y a des choses sur lesquelles il ne revient pas et qui peut-être étaient très importantes, on n'en sait rien. Je crois qu'il faut être relativement modeste là et dire bon ben voilà, le temps a passé. Mais la réhabilitation par la voie des traductions et donc de tout ce qu'on apprend sur Milena, sa jeunesse folle, avorté 2 fois, etc. Notamment grâce aussi au témoignage de sa co-détenue. Interné de force. Et de sa fille qui va écrire sur elle aussi après. Voilà, donc, et donc exhumer cette mémoire. Quand on parle du sauvetage de l'œuvre de Kafka par Max Brod, on fait souvent référence au fait qu'il n'a pas détruit les manuscrits, donc qu'il n'a pas respecté les dernières volontés de l'auteur. Mais on parle peu du fait qu'il s'est enfui en Palestine avec les manuscrits de Kafka la nuit même où les nazis ont occupé Prague. Et de la même manière, c'est vrai qu'on connaît mal le sort de sa famille, notamment de ses 3 sœurs, et en particulier sa plus jeune sœur, Ottila Kafka, qui a volontairement accompagné les enfants déportés du ghetto de Bialystok à Auschwitz,
Alors pourquoi est-ce que, enfin, sachant que pour beaucoup, l'œuvre de Kafka résonne comme une prophétie de l'horreur et du non-sens, pourquoi est-ce que ces deux aspects sont moins connus du grand public? Ces sœurs ont été raflées, elles sont parties à Chelmno. On pense qu'il y a les deux sœurs aînées ont été emmenées à Chelmno. C'est ce qu'on pense, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de traces. Pour celles qui ont été gazées tout de suite, il n'y a pas beaucoup de traces. Et voilà, donc d'une certaine manière, c'est vrai que la correspondance avec Milena, une espèce de geste pas rare, mais un peu atypique, hein, qui affrontait d'ailleurs la tradition familiale, parce que la tradition familiale, c'était quand même d'épouser une femme juive, etc. Avec Félix, c'était limite, parce que Félix était dans une famille très assimilée, assez indifférente, mais elle-même était quand même très intéressée par ce qu'on appelait le sionisme de l'époque. Voilà, et de ce point de vue-là, elle était... il n'y avait pas un geste vraiment significatif de la part de Kafka à entrer dans une perspective de mariage avec elle. Tandis qu'avec Milena, oui, là, parce qu'à un moment, il a quand même espéré refaire sa vie avec elle. Bon, ça n'a pas marché. C'était dans la phase où elle se commençait à douter, hein, de qui pouvait se vivre avec Kafka, qui était déjà malade, ne pas l'oublier, le poids terrible de la chose, hein, de la maladie. Dont il parle beaucoup d'ailleurs dans les lettres. Et dont il est question dans les lettres, oui. Et qui pèse. Bon, donc, je ne suis pas étonné qu'on réédite, même si l'histoire d'amour entre Kafka et Milena, je la trouve d'une grande simplicité. C'est une fille qu'il a vue, elle était mignonne, il l'a vue au café Arco, tous les garçons. Ce qu'on appelle en yiddish un elefkoye. Hein, un elefkoye, c'est une belle fille chrétienne, une jolie fille chrétienne. C'était un mythe aussi à Prague, non? Oui, le lycée Minerva. Et le mot elefkoye veut dire giroflée en allemand, mais bon, voilà, c'est une giroflée. Et évidemment, tous les garçons la connaissaient, elle était repérée, etc. Et puis en plus, voilà qu'elle traduit, qu'elle lui demande de traduire, enfin, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Justement, c'est ce qu'on voit à la lecture des journaux de Kafka. Déjà, on découvre sa passion pour le théâtre yiddish, qu'il a documenté de manière très précise, très vivante, très humoristique, et aussi avec une certaine oralité. Et puis, des références au bordel, qui vient un peu casser l'image d'un auteur fiévreux, voué à une ascèse implacable, qui s'exprime dans la langue officielle de la bureaucratie austro-hongroise. Enfin, on découvre un autre Kafka dans l'édition complète de ces journaux. Pourquoi est-ce que ce Kafka-là n'a pas été... Enfin, est-ce que c'est Max Brod qui a... Apparemment, oui, c'est Max Brod qui aurait biffé ou omis un certain nombre de... En tout cas, sur les bordels, c'est ce qui me semble. Parce qu'au départ, c'est lui-même en a parlé d'ailleurs. C'est lui qui l'emmène. Voilà, et donc il a enlevé parce qu'il était dans l'aventure. Donc il l'aurait enlevé pour se protéger lui-même. Et de là, bon, on sait quand même que Brod a eu le projet de construire une image de Kafka qu'il voulait cohérente. Enfin, c'est devenu, à partir du moment justement où il est parti en Palestine, c'est devenu le projet de sa vie en fait. Donc il fallait qu'il maintienne une certaine cohérence. Oui, la biographie que Brod écrit en 1937, elle était léologisée entièrement par ce projet. C'est la géographie au sens propre, hein, cette sanctification de Kafka qui devient une espèce de mage, de prophète, de victime aussi. Et donc la biographie qu'il écrit en 1937, dès le départ, elle s'en va vers le dernier chapitre qui est consacré à son rapport à la religion, à son côté religieux justement, avec de fait des éléments biographiques dans la dernière partie de la vie de Kafka, c'est-à-dire l'effort qu'il a fait pour apprendre l'hébreu biblique,
l'intérêt qu'il a eu à la chose. Il dit quand il connaît Dora Dimont, il dit c'est la première fois que je célèbre un Shabbat. La première fois de ma vie. Il dit sur le tard que chez lui on ne célébrait pas. Par exemple, dans les dialogues, la correspondance entre Benjamin et Scholem, Scholem reproche à Benjamin de penser Kafka uniquement sous l'angle de la critique littéraire. Et il dit, je cite, que Kafka était un adepte de la halakha, se risquant à paraphraser dans sa langue humaine le jugement de Dieu, si toutefois une telle paraphrase est possible. Ouais. Alors est-ce que dans les textes de Kafka où il y a un lien à la loi, est-ce que c'était de la part de Scholem de vouloir un peu trop tirer la couverture de ce côté-là, ou est-ce que vraiment... Scholem, il a écrit à Kafka, quand est sortie la biographie de Max Brod, il lui a dit, tu pourrais pas, il a écrit à Kafka, non pas à Kafka. À Benjamin. À Benjamin, il lui a dit, tu pourrais pas écrire une critique de ce livre. Et Benjamin l'a fait, parce qu'ils s'entendaient bien, Et c'était plutôt le Haggadah qui intéressait Benjamin, le côté politique, la création, la fiction, etc., que les préoccupations de Scholem à l'époque. Et donc il a écrit un texte qui est une démolition d'une grande dureté de cette biographie. Du coup, Scholem n'y est pas revenu, il a dit oh là là. Et ce qu'il avait dans le collimateur, si je puis dire, c'était précisément cette instrumentalisation de la vie de Kafka pour des thèses religieuses qui étaient celles de Max Brod. Mais finalement, Kafka avait quand même un rapport à la loi. Alors, de quelle loi il s'agit qui transparaît dans son œuvre. Le premier rapport à la loi qu'il a eu, c'est la loi du père. Hein. Et donc, il a bien servi le père aussi dans la fameuse lettre. Mais par rapport à cette lettre, Hannah Arendt, dans un petit essai sur Walter Benjamin, elle parle du complexe du père et elle dit que le conflit entre les pères et les fils issus de familles assimilées, qui a largement nourri, selon elle, la patientèle de Freud. Elle dit que sans cette génération de fils judéo-allemands issus de familles assimilées, on n'aurait jamais entendu parler du complexe d'Oedipe. Et elle cite Kafka qui affirme, alors je pense que c'est dans le journal, « Le complexe du père concerne le consentement ambivalent des pères à la sortie des fils du judaïsme. Par les pattes de derrière, ils étaient encore collés au judaïsme du père, et avec celle de devant, ils ne trouvaient pas de sol. » Kafka a lu plus de Freud qu'il ne le dit. Mais on ne sait pas quoi. Il s'en méfiait beaucoup d'ailleurs. Il avait peur que ce soit justement... Il disait c'est génial pour interpréter et c'est nul pour traiter les gens. Il avait fait ce partage. C'est très intéressant parce que, peut-être pas tort. D'une certaine manière, il retrouve la tradition de l'interprétation qui intéresse énormément Scholem et Kafka et Benjamin. Et on oublie peut-être quand même aussi la dimension proprement politique qui est aussi une des grilles de lecture de cette question de la loi chez Kafka. On parlait tout à l'heure de Benjamin et de ses désaccords avec Scholem. Benjamin, il est pris entre Scholem d'un côté qui justement veut tirer Kafka vers cette loi théologique et Brecht de l'autre qui lui veut au contraire faire de Kafka l'anarchiste ou le communiste ou en tout cas le descripteur d'une loi oppressante et oppressive. Donc il y a toutes ces dimensions et voilà. Je voulais vous remercier d'être venu ici aujourd'hui et pour vos interventions. J'invite le public à se procurer la nouvelle version, la nouvelle édition des lettres de Kafka à Milena, postfacée par Léa Weinstein et Jean-Pierre Lefebvre, le volume 2 de l'édition en Pléiade de les Kafka. Volumes 3 et 4. Le volume 3 et 4, pardon, est en préparation.